C'est pas un peu fini toutes ces conneries de blagueuse beauté? Il est où le contenu intellectuel de cette chaîne, hein? Il est où? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. J'espère que vous allez bien parce qu'on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis une demi-éternité, puisque nous allons parler de livres, un update lecture, c'est-à-dire les trucs que j'ai lus ces derniers mois, particulièrement pendant le confinement, ce que j'en ai pensé, si c'était bien, si c'était pas bien, etc. Et accessoirement, oui, je suis devenue à moitié rouge sur les cheveux. Je crois que c'est la toute première vidéo qui va sortir avec ces nouveaux cheveux. Je crois que j'ai dû filmer quelque part le process. Mais bon, bref, pour le moment, j'ai les cheveux rouges. Enfin, à moitié. Car oui, il se trouve que autant les confinements de l'année passée m'avaient plutôt paralysée sur place et m'avait empêché de faire quoi que ce soit, autant cette fois-ci j'ai lu. J'ai même lu une pile de livres tout à fait conséquente et tout à fait honorable, même si évidemment loin de moi l'idée de vous juger si vous n'avez absolument rien lu. Je vais donc les passer en revue et vous dire ce que j'en ai pensé, si je vous les conseille, si je ne vous les conseille pas, bref, ce genre de choses. On commence par le haut de la pile avec Ikebukuro Westgate Park de Ishida Hira, tome 2. Donc Ikebukuro Westgate Park, c'est le livre qui a inspiré le drama du même nom. Le drama qui est un de mes dramas favoris, Ikebukuro Westgate Park. S'il y a vraiment un drama que je dois vous recommander, c'est celui-ci, ainsi que le drama My Boss My Hero, qui tous les deux mettent en scène Tomoya Nagase, je crois, comme nom d'acteur. Je suis désolée si je l'écorche, je ne me rappelle jamais son nom, mais en tout cas un acteur que j'adore et qui joue dans le drama le héros de Ikebukuro Westgate Park, à savoir Makoto. Makoto, c'est un jeune qui n'a pas vraiment grand chose à faire de sa vie. Sa maman tient un étal de fruits et légumes à Ikebukuro, côté ouest, d'où le nom. Et Makoto erre un peu sans but, sans emploi, sans argent dans Ikebukuro. Il se trouve que Makoto est aussi un bon détective, un gars avec pas mal de cerveau et qu'il va se retrouver à résoudre un certain nombre d'affaires et à jouer une sorte de médiateur entre différents clans de Yakuza, différentes personnalités influentes, etc. Donc il s'agit du tome 2, j'avais déjà lu le tome 1 il y a maintenant 1 ou 2 ans. En réalité, il s'agit de plein de petites novellas, c'est-à-dire que dans un tome comme celui-ci, il doit y avoir 5 ou 6 aventures de Makoto. On est sur des aventures qui font une trentaine de pages maximum et qui ont pour attrait de nous plonger dans le Japon du début des années 2000, le Tokyo pas très reluisant, le Tokyo des prostituées, des yakuza, des gens sans emploi et des petites magouilles. Et c'est un bon complément au drama. Personnellement, pour avoir lu les bouquins et regardé le drama, je vous conseille bien plus le drama en premier. Ça, c'est un petit peu le bonus si vous avez envie de vous plonger dans les histoires de Makoto, ou si comme moi vous avez envie de retrouver un petit peu de l'atmosphère du Japon. Et du coup, ça a un petit peu, je dois vous l'avouer, brisé mon cœur de lire ce bouquin. Je sais pas si c'était une sainte idée de lire ça en plein confinement alors que toutes les frontières sont fermées, parce que déjà que mon envie de retourner au Japon commence à être à un niveau, voilà. Alors lire des bouquins qui se passent au Japon dans un de mes quartiers favoris, comment vous dire? Enfin, en tout cas, je vous conseille le drama. Si vous avez l'occasion, vous pouvez lire Ikebukuro Westgate Park. Il n'y a que 3 tomes. Le premier est plutôt cool. Le deuxième, bah, c'est celui-ci. Et le troisième, il est tout petit. Il doit faire genre 150 pages. Donc, à l'occasion, si c'est un sujet qui vous intéresse, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai lu le livre des choses perdues de John Connolly. Il s'agit d'un bouquin qui était dans ma pile à lire depuis une demi-éternité et je crois que c'était mon amie Layla qui me foutait la pression pour que je le lise en me disant que c'était trop bien, etc. Et en fait, à force qu'on me dise que des choses sont trop bien, je finis par ne pas les lire. Bravo Seraph, tu es stupide. Donc ici, nous suivons David, un petit garçon à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. David a malheureusement perdu sa maman. Tous les rituels à base de compter le nombre de failles dans les trottoirs, etc. n'ont pas réussi à sauver sa maman. Elle est décédée, son papa s'est remarié et ça ne se passe pas très bien avec sa belle-mère qui pourtant fait tous les efforts du monde, mais David est assez inconsolable. David se réfugie dans les livres et commence rapidement à développer des sortes de pouvoirs un peu étranges. Il entend notamment les livres lui parler et il se pourrait bien qu'à force de trop
trop se plonger dans la lecture, ils finissent par se perdre dans un monde imaginaire. J'ai lu ce bouquin à peu près sans me spoiler et c'est pour ça que je ne vous résume que le tout début de l'histoire parce que ce que je vous dis n'est pas vraiment représentatif de ce que vous allez trouver dans ce livre. Nous avons un roman initiatique certes, mais surtout une réflexion philosophique, un humour assez acerbe puisque l'on trouve notamment des références au communisme dans une version un petit peu étrange de Blanche-Neige et les 7 nains. Le style d'écriture est très simple. John Connolly est un écrivain de thriller apparemment à la base et cela se ressent parce que il utilise certes des codes de la fantasy mais sans non plus cocher toute la liste des codes de la fantasy. Il s'agit d'un roman initiatique qui est à la fois une critique de notre société mais aussi un roman très touchant sur le passage à l'âge adulte. J'aimais bien ce livre jusqu'aux 30 dernières pages. Et sur les 30 dernières pages, je peux dire que j'adore ce livre. La fin m'a énormément touchée et quand j'ai compris où le bouquin voulait en venir, c'est quelque chose qui m'a énormément parlé. Je choisis de ne pas vous en dire plus parce que je préfère que vous gardiez la surprise comme moi si jamais vous lisez ce livre. Mais sachez que si des thèmes comme le passage à l'âge adulte, la vieillesse, le fait petit à petit d'apprendre à dire au revoir à des choses ou à des personnes etc. est quelque chose qui vous touche, ce roman-là vous plaira. Il a eu un grand prix de l'imaginaire en 2010, le prix Imaginal en 2010 et c'était amplement mérité. Ensuite j'ai lu Intimidation de Harlan Coben, un bouquin que j'ai trouvé dans une boîte à livres tout simplement. Donc Harlan Coben c'est un écrivain de suspense slash thriller qui a priori est très prolifique mais c'était un des premiers Harlan Coben que je lisais. On m'en avait dit du bien et en réalité j'en attendais pas grand chose à part d'être un bon page turner avec une bonne intrigue. Globalement ça fait le café. Je ne peux pas vraiment vous dire que j'ai adoré ce livre ou que j'en garderai un souvenir ému pour les 15 prochaines années, ce n'est pas le cas. Il s'agit de littérature de plage, certes un petit peu plus recherchée et avec une histoire un peu plus dense qu'un Marc Lévy. Il se trouve que notre héros, Adam, découvre un jour, via une méthode un petit peu étrange, que sa femme lui a menti, sa femme a simulé une grossesse. À partir de là, Adam commence à se poser pas mal de choses sur son mariage, sur la réalité, sur qu'est-ce que c'est vraiment sa vie. Et pour se rendre compte qu'en fait derrière tout ceci il y a peut-être une problématique et une machination un petit peu plus grosse que juste une épouse éplorée qui ment sur sa grossesse pour attirer l'attention. Ça se lit très bien, c'est écrit de manière très simple, en tout cas plutôt bien traduit en plus. Les chapitres font genre 5 pages, ça se lit extrêmement vite, j'ai dû le torcher en 1 jour et demi. C'est assez addictif, bref, la recette du succès, la recette d'un bouquin de suspense est là. Ensuite, j'ai lu une grosse bouse. Voilà, comme ça on l'annonce. J'ai lu Enchantment Emporium de Tanya Huff, un bouquin qui est quand même conséquent. Donc Tanya Huff, c'est celle qui a fait les aventures de Vicky Nelson, une série de beat lit slash urban fantasy que j'avais adoré à l'époque. Il se trouve que ceci était dans ma palle depuis un petit moment. Donc dans Enchantment Emporium, nous suivons notre héroïne qui fait partie d'une famille de sorcières. Et il se trouve que cette sorcière est un petit peu sans emploi, sans copain, à 25 piges et elle ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Il se trouve que par l'intermédiaire du hasard et du scénario, sa grand-mère lui lègue une boutique de brocante. Une boutique de brocante qui, elle va le découvrir, est un tout petit peu étrange dans une ville où il se passe des choses un tout petit peu étranges comme l'équivalent d'une porte de l'enfer qui s'ouvrirait très prochainement. En soi, pourquoi pas? J'avais choisi ce livre parce que la beat lit c'est quelque chose, c'est un peu comme Harlan Coben. Tu prends ton cerveau, tu le poses, tu lis, tu te détends, voilà, t'apprécies. Est-ce que c'est que comme ça fait genre 2 ans que j'ai pas lu un seul bouquin de beat lit, je suis devenue beaucoup plus difficile, ou est-ce que juste ce bouquin est de la merde? Je pense que c'est juste que ce bouquin est de la merde, puisque globalement, bon, l'histoire n'a pas vraiment ni queue ni tête, mais à la limite ça, on peut lui pardonner. Il y a une galerie de personnages absolument énorme, genre c'est simple, dans les 30 premières pages, tu découvres 50 personnages, car oui, notre héroïne fait partie d'une famille nombreuse, et en fait tu arrives en pleine réunion de famille, et du coup tu te manges 45 prénoms dans les 20 premières pages, et tu ne comprends pas qui est qui, et tu ne comprends pas qui fait quoi, tu ne comprends pas qui couche avec qui, parce qu'en plus, a priori, l'inceste ici, on s'en tape, hein, le climat incestuel, y a pas de sous-saille, vas-y fais des trucs avec ta cousine. Ah, je veux bien que j'ai lu Game of Thrones, mais quand même. Du coup, je pense que ça, c'est le genre de truc que dans tous les ateliers d'écriture, on te dit de ne pas faire. Tu n'amènes pas, genre, 40 personnages dans les 20 premières pages.
Surtout pour n'en garder que 3 dans le reste du bouquin. Donc déjà à partir de là c'est compliqué et ensuite c'est assez traduit avec les pieds. Après est-ce qu'il faut vraiment en attendre plus de ce qui a été sorti lors de l'âge d'or de la Beat Lit quand toutes les maisons d'édition sortaient à tire-larigot tout et n'importe quoi pour vendre? Non. Cependant les traductions mot à mot d'expressions de l'anglais, honnêtement non, enfin je veux dire on arrête ça, on fait plus ça, tu traduis pas mot à mot hein, he can kiss my ass, il peut embrasser mon cul, personne dit tu peux embrasser mon cul en français sauf peut-être sur Twitter pour de rire quoi. Bref, c'est mal écrit, c'est difficile à suivre, il est impossible de se rappeler quel personnage est quel personnage, il est parfois impossible de comprendre qui parle dans un dialogue, donc c'est un mélange entre un mauvais scénario, une mauvaise idée, une auteure en roue libre et une traduction désastreuse. J'ai perdu à peu près donc 600 pages de ma vie à lire ceci, ne le faites pas. Si vous avez ça dans votre étagère, vous pouvez directement aller le mettre dans une boîte à livres, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et du coup c'est assez incompréhensible que cette même auteure ait réussi à faire les aventures de Vicki Nelson que moi j'avais bien aimé. Donc est-ce que c'est que genre il y a 5 ans j'avais des goûts de merde, je sais pas. J'ose pas relire Vicki Nelson parce que non. Donc je sais pas, je suis pas sûre que je reprenne la Beat Lit sous peu. Peut-être que j'en ai trop lu à une époque, c'est possible aussi. Et enfin, j'ai lu un bouquin qui est arrivé un petit peu par hasard, puisqu'il s'agit de La Route du Lilas de Éric Dupont. Éric Dupont est un auteur québécois. Je me suis demandé avec un nom pareil si c'était pas genre un nom d'emprunt ou quoi que ce soit, mais non, c'est un auteur québécois, donc Éric Dupont. Et donc La Route du Lilas, c'est un bouquin qui m'avait été envoyé par la maison d'édition HarperCollins à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est-à-dire il y a un an, j'ai reçu ce bouquin en partenariat. Le confinement est arrivé, je l'ai jamais lu. Voilà. Je sais que globalement, dans mon cas, le confinement ça a mis un point d'arrêt à pas mal de mes partenariats. Je suis désolée pour les marques que j'ai laissé tomber à l'époque, mais que voulez-vous, pandémie mondiale, réaction comme on peut. Ce bouquin, c'est simple, il s'agit de 2 femmes d'un certain âge qui chaque printemps vont aller traverser les États-Unis pour remonter jusqu'au Canada pour suivre les étapes de la floraison du lilas. Et elles utilisent parfois ce voyage pour faire passer de manière illégale la frontière du Canada à des femmes. Donc nous sommes à mi-chemin sur un bouquin féministe, sur un bouquin sur l'immigration et sur un bouquin de road trip. Alors si vous me connaissez, vous savez que déjà il y a un truc, j'aime le lilas. J'adore le lilas. Le lilas est ma fleur préférée. Donc forcément ce bouquin me parlait. Et il se trouve que je l'ai lu sans vraiment savoir à quoi je m'attendais. Je me disais juste vas-y c'est un road trip où il y a 2 meufs qui traversent les États-Unis pour emmener une brésilienne passer la frontière canadienne. Vas-y, au pire ça sera marrant. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai lu là-dedans. Je ne m'y attendais pas tout simplement parce que l'histoire est construite de manière très étrange. Ça part dans tous les sens. Au début tu as l'impression que tu vas surtout suivre nos 2 héroïnes. En fait tu te rends compte que en suivant les 2 héroïnes, tu suis par des flashbacks la vie de la migrante, donc la brésilienne, et celle-ci, en suivant sa vie par flashback, tu suis aussi la vie de sa fille. Enfin bref, c'est des histoires à tiroir. Je me suis un petit peu perdue au début, j'ai pas trop compris ce qui se passait, et au final j'ai adoré. On oscille entre l'Amérique d'aujourd'hui, entre le Paris des années 50, 60, 70, enfin bref, le Paris de l'époque de Dalida, le Brésil d'il y a 20 ans, le Brésil d'aujourd'hui, bref, on suit tout un tas d'époques, de changements et d'intrigues et ça en fait un livre très dense. Alors il y a 2 ou 3 points que j'ai pas trop compris, si on était dans un livre fantastique ou pas parce qu'il y a 2-3 points qui sont pas très expliqués et qui ressemblent à de la magie, mais en même temps pas vraiment. C'est écrit avec un style de langue assez soutenu et ça dissémine plein d'informations sur le lilas, donc j'ai appris plein de choses sur le lilas. Je sais que là, raconté comme ça, je sais que je vous donne pas envie. Je sais qu'avec ce bouquin tout écorné et qu'il y a même des traces de bière parce que j'ai fait tomber ma bière sur mon livre, ça ne m'arrive jamais mais là ça m'est arrivé. Je vais pas vous donner envie de le lire. Sauf qu'en fait il est excellent. Il est excellent si vous êtes préparé à vous laisser emporter par ce voyage au parfum du lilas. Si vous êtes prêt à entendre à la fois des histoires d'amour contrariées dans le Paris des années 60-70, si vous êtes prêt à entendre aussi
parler des choses pas très drôles qui ont pu se passer au Brésil il y a quelques dizaines d'années. Si vous avez envie des telenovelas et du monde de la télévision brésilienne, ce roman est pour vous. J'ai découvert qu'en fait il s'agit presque d'un tome 2 puisqu'en réalité dans ce bouquin on trouve des personnages en apparence en guest star du premier bouquin de Éric Dupont qui s'appelle La fiancée américaine. Et en fait j'ai tellement aimé ce bouquin que j'ai décidé d'acheter La fiancée américaine pour pouvoir le lire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la manière qu'a Éric Dupont de nous raconter ses histoires, de nous raconter plusieurs histoires en un seul livre et de nous brosser des portraits très réalistes de femmes très attachantes. Et voilà qui clôt ce que j'ai lu ces 2 à 3 derniers mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce vers le haut. S'il y en a qui vous intéressent, vous aurez les liens Amazon en commentaire là en dessous. Si vous avez des livres à me conseiller, je suis toujours preneuse. Alors peut-être pas de la bitlite, mais n'hésitez pas à me conseiller vos derniers coups de cœur ou votre dernier coup de cœur en commentaire. Il est possible que je le lise puisque pourquoi pas, je suis assez ouverte à tout type de lecture comme cette petite pile vous l'a montré. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt. Tchuss!